Mon Dieu, elle est là, la petite, elle est sous les décombres. Tiens ma main, tout va bien. Ce cri était sec comme un claquement de porte, et il a happé la nuit, laissant au passage une odeur âcre de suie et de gaz brisé qui s'accrochait aux narines comme une menace. Le manoir de la famille Dubois fumait encore, les fenêtres étaient des étoiles brisées, et la pelouse glissait sous les projecteurs des télévisions. C'était au milieu de cette opulence en miettes qu'une femme au tablier pusé, les ongles noircis et la main cailleuse avait commencé à creuser à main nue, comme si le sol lui rendait quelque chose qui lui appartenait. C'était la femme de ménage, improbable sauveuse dans un cadre qui n'admettait pas l'imprévu. D'où regardez-vous cette histoire maintenant et quelle heure est-il chez vous ? Avant d'aller plus loin, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, parce que ce que vous allez entendre va rester avec vous. Respirez un bon coup et suivez-moi, car cette affaire va mettre en lumière des chambres fermées et des signatures qu'on croyait irrévocables. La fête qui avait commencé dans le luxe se terminait avec des sirènes et des regards qui se détournaient. La musique avait couvert le début du drame, et la première image claire fut celle d'un verre qui roulait et se brisait en mille éclats sur le marbre. L'air était dense de parfums chers et de poudre, comme si la soirée elle-même avait été transformée en mémoire compacte. « Élodie, réponds !» cria quelqu'un, tandis qu'un homme à la voix tendue toqua sur une porte dont la poignée était partiellement fondue. Les brancardiers couraient, des pompiers arrachaient des panneaux, et l'on entendait, derrière les cris, le grincement sourd d'une charpente qui cédait. Entre les panneaux, un sanglot lointain, à peine un souffle, et la femme de ménage qui disait doucement « Tiens bon, ma chérie, je suis là », en grattant, tirant, discutant avec la poussière. Le récit du sauvetage s'ouvrit comme une série d'images rapides et charnelles. La suie sur la peau, la chaleur qui mordait, le goût poussiéreux sur la langue de ceux qui retenaient leur souffle, le frottement de vêtements contre pierre, le goût métallique de la peur. Les échanges vocaux entre les sauvetages furent nombreux et tendus, et bientôt la caméra braquée sur la scène ne filmait plus seulement la catastrophe, mais le visage calme de Claire, la femme de ménage, qui tenait dans ses bras Élodie, la fille du millionnaire Laurent Dubois. La scène du sauvetage se déroula en plan serré et en dialogue court mais dense. « Tu m'entends ? Respire, » dit Claire en lissant les cheveux de l'enfant. « On arrive, Madame Dubois, » répondit Antoine, le maître d'hôtel haletant. « Où est Laurent ?» demanda Marc, le garde du corps en voix basse. « Il est à l'arrière, en train d'aider les blessés, » dit Julien le voisin. « On a besoin d'une civière ici, » cria un pompier, Lucas Petit, qui tirait un pan de sol instable. « Coupez l'alimentation du gaz », ordonna l'inspecteur Romain Lefebvre en arrivant, puant la terre froide et le café brûlé. « La petite a de la suie dans les voies respiratoires », dit le paramédic Sophie Martin, appuyant sur le torse en rythme. « Ne la laissez pas », supplia Claire, les larmes mêlées à la poussière. « On va la sortir », promit un autre secouriste. Les échanges comptèrent plus de 8 interventions, chacune allongeant la corde du suspense, chacune révélant la vulnérabilité des corps et la fragilité des positions sociales. L'essence était saturée. On entendait le grincement des planches arrachées, le crépitement des baffles électriques encore chauds, le parfum entêtant des parfums de luxe mélangés au goudron et au sang, la chaleur chaude des mains qui aidaient et la saveur amère du café renversé sur la nappe. Quand enfin Élodie fut tirée, recroquevillée et protégée par le manteau de Claire, le soulagement fut comme une pression qui se relâchait, mais il laissa immédiatement place à une question. Pourquoi la fillette était-elle dans un couloir fermé au moment où le toit avait cédé ? La nouvelle fit les manchettes en quelques heures. La télévision diffusa des images du manoir fumant et de la femme de ménage, Claire, devenue en un instant l'incarnation d'un héroïsme simple. « La bonne a sauvé la fille du millionnaire », titra un écran, tandis qu'un autre programme parlait de miracles et d'erreurs humaines. À la fois béatifiée et scrutée, Claire fut interviewée par Sophie Martin, qui prit un ton doux. « Comment vous avez fait, Claire ?» Et Claire répondit, en voix tremblante, « J'ai entendu un cri et je suis allée voir, ce n'est pas plus compliqué. » Dans les journaux du lendemain, Laurent Dubois apparut en photo, le visage fermé, l'air d'un homme qui choisit ses expressions comme on choisit ses costumes. Les réactions publiques s'oscillèrent entre admiration et suspicion. Antoine, le maître d'hôtel, dit à un journaliste « Elle est restée jusqu'à la fin pour aider », alors que Camille Leroux, la fiancée officielle de Laurent, lançait des regards qui cherchaient des réponses ailleurs.
Parmi les voisins, Julien Marchand déclara à une station locale « On n'oubliera pas ce qu'elle a fait ». Les commentaires sur les réseaux divisèrent. Certains célébraient une ouvrière du quotidien transformée en héroïne, d'autres demandaient la vérité complète sur les causes de l'accident. Au moins 7 personnes clés furent interrogées à la fin de la journée. Laurent, Camille, Antoine, Marc, Julien, Lucas Petit et Claire elle-même. Les micros demandaient des versions et les versions différaient légèrement sur la chronologie et l'état des systèmes de sécurité. L'enquête initiale ouvrit des pistes contradictoires. Le rapport d'expertise préliminaire indiqua trace d'une fuite de gaz et des anomalies électriques dans une aile rénovée récemment. Le terme laudo n'existe pas en français, mais le rapport d'expertise qui suivit fut précis et froid. Des techniciens de la brigade scientifique relevèrent des empreintes, des fragments d'emballage qui n'appartenaient pas à la maison et une clé USB dissimulée dans un placard carbonisé. L'objet physique clé fut décrit comme une clé USB noire avec un chronomètre imprimé sur un accessoire attaché autant que le tachymètre d'une montre. L'odeur de carburant et la présence d'un produit accélérant furent notées. Les descriptions techniques prirent forme en termes simples. Analyse chimique des résidus hautement inflammables, examen des signaux des caméras de surveillance qui avaient montré une interruption de 15 minutes avant l'explosion et relevé des connexions électriques de la salle de contrôle. Le rapport chiffra et détailla, mais resta insuffisant pour certains. La fiche technique de la clé USB révéla un fichier crypté et des transferts récents vers un compte bancaire offshore. La scène reçut un examen médico-légal et un avis du service des incendies qui parlait d'une source externe possible. Ces éléments techniques faisaient entrevoir que l'accident pouvait être un accident, mais aussi le fruit d'une manipulation. La graine du doute fut plantée quand des voisins rapportèrent des détails discordants. Un témoin dit avoir vu Camille Leroux sortir précipitamment vers minuit, alors que d'autres soutenaient qu'elle avait disparu dans une pièce close. Laurent affirma que sa fille avait été envoyée dormir après un jeu et que personne n'aurait pu vouloir lui du mal. L'inspecteur Lefebvre, un homme de 50 ans au visage marqué, reçut ces versions et sentit les lacunes. Il se souvint d'un dossier précédent où une signature falsifiée avait sauvé un responsable d'entreprise. Il se pencha sur la clé USB. Le backstory de Claire devint central pour comprendre ses motivations et sa fiabilité. Petite, elle avait grandi dans une cité proche, élevée par une mère malade et un père disparu qui laissa pour héritage un sens du travail et une méfiance envers les riches. À 15 ans, elle avait travaillé comme aide ménagère dans un hôpital et appris à rester calme face à la douleur. Ses études s'étaient arrêtées tôt, remplacées par des métiers manuels. La mort de sa mère l'avait marquée. Elle avait perdu une maison et trouvé refuge dans un emploi chez les Dubois où elle restait discrète mais attentive. Ce passé la reliait au présent. La capacité à agir dans l'urgence venait de ses entraînements à tenir sous pression et sa loyauté envers la famille Dubois n'était pas aveugle mais bornée par la reconnaissance d'avoir un toit. Dans le présent, Claire se retrouvait sur une pente où ses gestes du quotidien braquaient les projecteurs du monde. Ces 3 paragraphes de vie, rassemblés, montraient une femme complexe qui portait en elle une histoire de perte et de reconstruction et qui, paradoxalement, était devenue la clé de révélation que la richesse voulait oublier. Les premières révélations techniques firent basculer l'enquête. Les caméras de surveillance avaient été interrompues volontairement et un fichier de la clé USB contenait un enregistrement de voix que l'expert audio confirmait altéré. L'analyse forensique montra des altérations manuelles du système de sécurité et la présence d'une signature numérique appartenant au gestionnaire du manoir, une société dirigée par l'un des associés proches de Chétier. Laurent, l'expert informaticien nommé Dr Besson, expliqua en termes simples que la signature prouvait l'accès mais pas l'ordre moral. Le rapport technique de 300 mots exposa la méthodologie. Extraction des logs, métadonnées analysées, comparaison des empreintes numériques et vérification des transferts. Ces 300 caractères techniques précisés par l'équipe traduisirent une vérité partielle. Quelqu'un avait voulu rendre le lieu vulnérable. 3 moments de tension marquèrent la progression. Le premier fut l'explosion et le sauvetage, où la poussière, la chaleur et le cri se firent une mémoire commune. Le second fut la découverte de la clé USB et de la signature numérique dans l'enceinte prétendument sécurisée, qui fit vaciller les alibis. Le troisième fut la poursuite nocturne et l'arrestation, qui se conclut dans une ruelle humide. Chacun de ces moments fut dense en émotion et en sensorialité. Moment de tension 1 centré sur l'explosion et le sauvetage. La poussière tombait comme pluie sale, la peau sentait le sel et me brûlait. Le visage de Claire était couvert de suie et tremblait, mais la voix restait ferme. Les bips des appareils médicaux ponctuaient le silence entre les cris.
Les ongles de Claire s'enfonçaient dans la planche et on sentait la râpe du bois contre la paume. À un moment, un craquement fit choir une poutre, et tout bascula. La respiration fut coupée, mais elle tira encore. Cet instant dura des secondes qui semblaient des heures, et la petite fut arrachée à la nuit. Le goût de l'adrénaline resta dans la bouche de ceux qui avaient regardé. Moment de tension 2, la découverte de la clé USB. L'objet était petit et banal, mais il contenait des secrets. L'inspecteur Lefebvre tint la clé entre ses doigts gantés et sentit la texture plastique, entendit le frottement délicat du métal en la branchant, vit une lumière verte clignoter. Les fichiers s'ouvrèrent lentement et révélaient un enregistrement où l'on reconnaissait la voix d'un conseiller de Laurent. Le son était compressé, les syllabes coupées, mais suffisamment intelligibles pour que des noms ressortent. Le téléphone vibra, les journalistes s'approchaient, et la pièce prit l'odeur froide du papier imprimé, de la crasse et d'une trahison annoncée. Moment de tension 3, l'arrestation. Une poursuite commença après qu'un témoin eut identifié une voiture qui avait quitté la propriété 15 minutes avant l'explosion. Marc, le garde du corps, prit la tête d'une inspection en voiture. Les sirènes couvraient la rumeur des ruelles, la pluie tombait et transformait la route en miroir. Un virage mal négocié et la voiture suspecte heurta un trottoir, pendant que l'homme au volant tentait de s'enfuir. La prise fut bruyante, les cris, la lumière bleue, le claquement des menottes. Dans la poche du fuyard, un chronomètre et une facture de transfert codée concluaient la chaîne d'indices. La pièce centrale du puzzle fut la confrontation entre Laurent et les preuves. Dans le bureau lambrissé, les témoins furent alignés. « Vous comprenez que ces fichiers vous impliquent » dit l'inspecteur Lefebvre à Laurent d'une voix calme. « Je n'ai Rien fait, répondit Laurent, s'essuyant le front, l'odeur du parfum encore suspect au creux de son cou comme une barrière. Pourquoi la clé USB était dans un placard il y a 1 heure demanda Sophie Martin. Peut-être une erreur de service, proposa Antoine. Pourquoi les caméras ont été coupées reprit Lefebvre. Il y avait un bug, balbutia Camille. Les échanges se firent denses. Plus de 9 interventions passèrent entre questions, dénégations, répliques et petits aveux. Julien Marchand, le voisin, ajouta un détail sur une conversation entendue à l'extérieur. L'air devint électrique. À un moment, Claire, qui avait été tenue à l'écart par politesse, s'avança et dit « Je n'ai jamais voulu d'ennui pour eux, j'ai juste entendu un bruit et je suis allé voir. » Sa voix se fractura et chacun sentit la simplicité d'un geste opposée à la complexité d'un mensonge collectif. La pression monta quand la journaliste Sophie Martin, qui suivait l'enquête, obtint et publia un enregistrement partiel de la clé USB révélant instructions cryptiques sur des transferts et un horaire précis. Les réseaux furent en feu, le public exigea des réponses, l'enquête se transforma en un écran de justice médiatique et en tribunal populaire. Face à la montée, Laurent fut sommé de coopérer. Une perquisition plus poussée amena à la découverte d'un relevé de transfert bancaire et d'un chronomètre semblant caler l'explosion sur une fenêtre temporelle précise. Les preuves matérielles et les témoignages se lièrent dans une chaîne qui rendait difficile le mensonge. Des descriptions techniques précises furent nécessaires et elles furent présentées en termes compréhensibles. Le rapport forensique expliqua l'extraction des métadonnées de la clé USB, la corrélation temporelle entre les logs de la vidéosurveillance et les relevés électriques, et l'analyse chimique des résidus qui confirmait qu'un accélérant avait été utilisé. La procédure de la brigade scientifique suivit un protocole clair, prélèvement, test chromatographique, vérification croisée par 2 laboratoires indépendants. Ces explications permirent de traduire des processus techniques en preuves tangibles, accessibles au tribunal et au public. La confrontation fut suivie d'une arrestation symbolique. L'homme identifié responsable de la coupure des caméras et du transfert fut arrêté lors d'une nuit pluvieuse près d'un pont. Son nom était Olivier Mercier, conseiller de confiance aux comptes opaques. Face aux images de son arrivée menottée, la presse demanda des têtes. Laurent fut mis en examen pour négligence et pour complicité par omission. Camille fut entendue pour contradiction dans ses versions. Antoine et Marc furent relâchés après déposition. Claire reçut des hommages, mais aussi des regards inquiets. À la fois sauveuse et témoin clé, elle avait désormais une vie scrutée. L'enquête permit de rendre visible une mécanique de silence qui fonctionnait entre grands noms. La justice prit son cours. Les audiences débutèrent et la salle d'audience prit l'odeur du bois ciré et du café froid. Les témoignages s'alignèrent. Le conseiller arrêté plaida coupable sur certains points et désigna des complices. Les extraits sonores de la clé USB furent présentés, les preuves matérielles accablantes et la chronologie minutée par le chronomètre devint un fil précis pour la cour.
La défense tenta de minimiser en parlant d'accidents et de défaillances techniques, mais les experts revinrent à la charge. La pression publique exigea réparation. Un épilogue voulut montrer l'effet à long terme. Un mois après, la ville se souvenait. Les manchettes parlaient encore de « la femme qui a sauvé la fille ». Claire reçut des fleurs anonymes et une cagnotte fut lancée pour elle. Elle fut invitée à raconter son geste dans une émission locale et reçut un appel d'un ancien collègue ravi. La petite Élodie reprenait des couleurs et jouait avec des poupées réparées. Laurent, quant à lui, fut moins souvent présent en public et on le voyait marcher seul sur la plage de la propriété. La société Dubois annonça la mise en place d'un fonds pour la sécurité domestique et se mit à financer des ateliers pour employés domestiques dans la région. Ce premier mois fut un mélange d'adoration médiatique et de fatigue douloureuse pour Claire et sa famille élargie. 3 mois plus tard, les choses avaient évolué encore. Le procès avançait et les pièces s'accumulaient sur la table des juges. La clé USB avait entraîné d'autres perquisitions et une série de transferts furent retracés jusqu'à des comptes offshore utilisés par des associés de longue date. La presse consacra des dossiers entiers mettant en lumière la double vie de certains membres du cercle de Laurent. Claire avait reçu une proposition d'emploi dans une association d'aide aux victimes et elle avait commencé des formations en secourisme financées par la cagnotte publique. La petite Élodie passait des après-midi à l'hôpital de jour pour des bilans, mais montrait des progrès visibles. Le débat public s'était déplacé vers la sécurité des domiciles privés et vers le statut des employés de maison. L'émotion s'était transformée en mouvement pour des droits et une reconnaissance. 6 mois après, la phrase « La vérité trouve son chemin » commença à se matérialiser. Le tribunal avait rendu un verdict partiel. Plusieurs individus étaient condamnés pour mise en danger et complicité, certains associés furent lourdement sanctionnés financièrement et un petit nombre écopait de peine de prison avec sursis. Laurent dut payer une amende et être soumis à un programme de réhabilitation sociale. Claire reçut une reconnaissance officielle de la municipalité et un petit appartement fut mis à sa disposition. La petite Élodie, bien que marquée, souriait plus souvent. Des réformes furent proposées pour renforcer la responsabilité des propriétaires en matière de sécurité domestique et pour instituer des protections pour les travailleurs domestiques. La ville organisa une cérémonie où Claire, sans artifice, posa avec sa blouse propre et dit en public « J'ai fait ce que je pouvais » sous les applaudissements. Sa vie avait changé, mais elle restait la même dans son humilité. La morale qui se dégagea n'était pas simpliste. La vérité n'était pas immédiate et la justice ne réparait pas toutes les blessures. Mais la persistance des témoins et la ténacité des procédures avaient permis d'ouvrir des portes verrouillées par l'argent. Et le silence. Des objets simples comme une clé USB et un chronomètre avaient agi comme témoins de l'ombre. La femme de ménage était devenue la preuve vivante que le courage peut venir de l'ordinaire. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire en disant ce que vous auriez fait à la place de Claire et abonnez-vous pour d'autres récits où des gestes modestes affrontent des silences puissants. Dans le silence des grandes maisons, comme dans le bruit des tribunaux, la vérité trouve parfois des mains qui ne craignent pas de creuser. Au final, la justice fut lente, mais la main qui avait tenu celle d'une petite fille resta l'image qui allait durer.